Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous de Touchdown Actu, votre rendez-vous quotidien désormais pour s'intéresser au débrief post-draft de votre équipe NFL préférée. Vous commencez à en avoir l'habitude désormais au cours de ce printemps. Un jour, une review consacrée donc à une équipe NFL et aujourd'hui focus sur les Los Angeles Chargers pour la deuxième année de Jim Harbaugh et du general manager Joe Ortiz. Est-ce que les choix ont été pertinents? Quels sont ceux qui nous ont potentiellement déçus? Quelle note on pourrait attribuer à l'autre équipe californienne pour évoquer tous ces sujets? Antoine Adjavon est avec moi. Salut Tonio. Salut, comment ça va? Bah très bien, et j'espère que toi aussi, c'est un plaisir d'être en ta compagnie aujourd'hui. On travaille sur beaucoup de projets en commun, mais on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir Ouais, animer ouais, ensemble, donc ce sera un plaisir au cours de ces exactement. prochains jours. Petit spoiler alerte. On n'a pas eu l'occasion En de faire effet. énormément de podcasts tous les deux, mais ouais, non, c'est un plaisir tout à fait partagé. Bon, bah tant mieux, plaisir partagé des deux côtés. Je le disais donc, pour revenir à ce que j'expliquais, donc les Chargers, il y aura pas mal de choses à dire, mine de rien, pour cette deuxième année donc du ticket Ortiz-Harbaugh avec quelque chose un peu surprenant hein, pour une équipe qui, on le rappelle, a disputé les playoffs l'année passée, mais en tout cas des choix sur lesquels il y aura des choses à dire. On va commencer notamment avec le premier tour des Chargers qui en a bluffé plus d'un avec la sélection d'Omarion Hampton, running back de North Carolina. Au deuxième tour, on a retrouvé Trey Harris, le receveur d'Ole Au troisième tour, on avait la sélection de Jamari Caldwell, defensive tackle d'Oregon, avec ensuite en quatrième tour, Kyle Kennard, defensive end de South Carolina. S'en sont suivis deux tours, deux choix en tout cas du cinquième tour avec Keandre Lambert-Smith, le receveur d'Auburn, et Oronde Gadsden, the second tight end de Syracuse. Deux choix également du sixième tour avec Bronson Taylor, le tackle de Pittsburgh, et R.J. Mickens, le safety de Clemson. Un autre safety d'ailleurs, ou en tout cas un defensive back un peu polyvalent au septième tour avec Triquiz Bridges de Florida. Ma première question, donc forcément, Tonio, est-ce qu'il y a un choix que tu apprécies tout particulièrement dans ce qu'ont réalisé les Chargers dans cette draft 2025? Ouais, alors sans trop m'avancer sur les catégories suivantes, c'était pas forcément évident, mais moi je me suis plutôt orienté vers la fin de la draft des Chargers et notamment au cinquième tour avec Oronde Gadsden, le tight end de Syracuse. Pourquoi c'est mon choix favori? Ben parce que d'abord il remplit un besoin. C'est vrai que l'attaque des Chargers l'an passé a manqué d'une menace verticale, notamment au centre du terrain. C'est vrai que ça a largement limité, disons, le plafond de leur attaque. Et Gadsden, il remplit parfaitement ce rôle, justement. Alors, pourquoi il était disponible au cinquième tour? C'est que c'est pas un joueur tout à fait complet, notamment pour le poste. C'est un ancien receveur, donc ses qualités de bloqueur, elles sont très limitées, pour ne pas dire inexistantes. Mais en termes de menace aérienne dans la réception, ben, il a un gros rayon de réception, justement, parce qu'il est très athlétique, il a de longs bras. Et dans un rôle
on va dire, un peu limité de menaces verticales au centre du terrain, je pense qu'il sera d'une grande aide à Justin Herbert et qu'il devrait avoir un rôle très rapidement dans cette équipe, parce que quand on regarde un peu ses concurrents au poste de tight end, il y a Will Dissly qui est dans un profil tout à fait différent. Tyler Conklin, lui, qui est un peu plus polyvalent et qui devrait, à mon avis, s'imposer lors du camp d'entraînement. Mais derrière Conklin, je pense que Gadsden a de beaux atouts à faire valoir. Donc, l'avoir récupéré au 5e tour, notamment au vu de sa production à l'université, je pense que c'est une bonne affaire pour les Chargers. Oui, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Tu as bien dressé le profil du joueur qui, c'est vrai, en plus a pâti de pas mal de soucis de blessures hein, durant ces derniers mois du côté de Syracuse, qui aide pas déjà quand on n'a pas un profil de menace physique, je dirais, d'un point de vue bloc en tant que tight end. Je serais pas aussi dithyrambique, mais c'est vrai que pour un 5e tour, en tout cas, la valeur peut être notable. Je te rejoins là-dessus. Et puis il y a le fameux DNA NFL qu'on adore tant, hein, parce que son père de mémoire jouait en NFL du côté des Dolphins, si je ne m'abuse à l'époque. Ouais. Donc voilà, ça coche quelques petites cases du côté très traditionnaliste de Jim Harbaugh dans son approche de la NFL. Moi, j'avoue qu'au niveau des choix intéressants, alors ça va peut-être être un premier sujet de débat. J'avoue que moi, Marion Hampton, je demande quand même à voir. C'est vrai qu'on est un petit peu tombé de notre chaise, toi comme moi, j'imagine, avec cette sélection du running back de North Carolina, parce que ça apparaît en effet un choix un peu luxe sur le papier. Encore une fois, on sait que les coureurs, on parlait de la valeur tout à l'heure du choix de Randy Gadsden. Prendre un coureur au 22e choix, c'est quand même pas quelque chose de très bien vu, entre guillemets, surtout quand tu viens de signer un running back pendant l'intersaison. D'ailleurs, j'ai un petit trou de mémoire, mais je me demande si Najee Harris n'était pas lui-même 22e choix à l'époque du côté des Steelers. Mais j'ai un gros gros trou de mémoire là-dessus. En tout cas, il doit pas être très très loin de ce secteur-là. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a ce contrat d'un an qui a été offert à Najee Harris, dont on connaît les qualités, dont on connaît aussi beaucoup les limites, malgré sa production brute derrière une ligne offensive un petit peu poreuse. C'est vrai que je trouve que Marion Anton a quand même un profil assez hybride, qui sur le papier, il paraît peut-être pas aussi costaud que Najee Harris, mais son côté vivace, je trouve, fait justement oublier que c'est quand même un joueur qui a un certain coffre. Alors, il y a eu des photos un petit peu étranges. On avait presque l'impression qu'il faisait 2 fois la taille de Jim Harbaugh. Bon, faut se méfier des angles de photos, mais c'est sûr que encore une fois, c'est un joueur qui peut apporter du gabarit, qui peut apporter des changements de direction, et c'est un joueur qui, comme Najee Harris, peut vraiment fatiguer les défenses adverses. Encore une fois, dans un jeu au sol où on le sait, Greg Roman va mettre un point d'honneur justement à insister. Donc, certes, encore une fois, ça peut paraître cher payé sur le papier. Mais parmi tous les choix qu'il y a, alors il n'y a pas que des choix qui m'enthousiasment, là encore, on y reviendra, mais c'est peut-être un des choix qui me déçoit le moins dans ce que ça peut apporter à court terme, mais surtout à long terme, parce que du coup, ça indique clairement qu'a priori, Najee Harris ne sera sans doute pas un joueur qui restera 5 ou 6 ans du côté de la Californie. Ouais, alors du coup, j'ai vérifié pendant que tu parlais, et Najee Harris, c'était le 24e choix. Donc il Ah, porte ok. le numéro 22, mais 24, c'est effectivement dans le même ordre d'idées. Bah, oui, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu as dit, sauf le fait que, on le sait, bah, Greg Roman et Jim Harbaugh basent beaucoup leur attaque sur le jeu au sol, et que finalement, la saison passée, c'était un jeu au sol tout à fait moyen, qui a fini 17e dans la ligue, donc c'est réellement moyen, littéralement. Et je pense qu'il y avait une volonté là, clairement, de l'améliorer. Surtout avec J.K. Dobbins qui s'est blessé et qui est donc sur la sortie, s'il n'est pas déjà parti d'ailleurs de cette équipe des Je suis Chargers. pas sûr qu'à l'heure où on enregistre, il était signé par une autre équipe, mais oui, il y a très peu de chances de toute façon qu'il revienne au Chargers, je te rejoins. Ouais, donc là-dessus, disons que je comprends la logique. Euh, Est-ce qu'il fallait y aller dès le 22e choix, alors qu'on on l'a répété tout au long de cette intersaison, et ce processus de draft, il y avait énormément de running back de qualité. Moi, je suis un peu dubitatif là-dessus, malgré le fait que Omarion Hampton était un prospect de grande qualité. Et je pense qu'on en avait parlé avec Cyprien de mémoire. Il est plus proche en termes de talent d'Ashton Genty que on a pu le penser peut-être dans l'opinion générale. Donc c'est un joueur de qualité, mais simplement il y avait tellement justement de running back de qualité que c'était effectivement un peu cher payé. Mais bon, quand, Hmm. quand on veut à ce point-là améliorer son jeu de course, finalement ça fait sens pour les Chargers. Bah, c'est sûr qu'il y a 2 données, si je peux me permettre, qui vont être quand même assez importants à surveiller. C'est que du coup, il y aura quand même la notion
d'énergie, si je peux parler ainsi. C'est vrai que c'est un coureur qui a été beaucoup, beaucoup utilisé. Alors, c'était le cas d'Ashton Ginty aussi, hein, du côté de Boise State, faut pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi cette surutilisation parfois de Marion Hampton, notamment dans sa dernière année du côté du campus de Chapel Hill. Donc ça, forcément, ça a pu refroidir beaucoup d'observateurs dans son style de jeu et je pense sa manière de pouvoir jouer sur ses appuis et tenter de contourner les lignes offensives. Si on n'a pas toujours le jus nécessaire, ça peut être un peu problématique. Et puis l'autre donnée, justement, puisqu'on parle de la valeur et pour rejoindre ce que tu dis, la question c'est aussi de savoir est-ce qu'on a pris un running back parce qu'on a peut-être essayé de descendre dans la draft et qu'on n'a pas forcément réussi à le faire. Voilà, ils draftent juste après les Steelers de mémoire qui prennent Derrick Harmon. Quand on voit qu'ils prennent Jamari Caldwell, c'est peut-être pas impossible qu'ils aient louché un petit peu sur la ligne offensive d'Oregon et que peut-être Harmon faisait partie des papiers et que du coup on s'est rabattu un peu sur un plan B avec des grosses guillemets. Donc c'est peut-être aussi des éléments qu'on n'a pas forcément en notre possession, tout ce qui se passe un petit peu dans les coulisses de la draft. On passe à présent aux choix qui nous paraissent un peu plus discutables sur le papier. Est-ce que tu en as un assez béant à nous exposer? Ouais, ben c'est le suivant, le choix du deuxième tour avec Trey Harris, le receveur d'Ole Miss. Pourquoi, là, je ne vais pas tant critiquer le joueur qui, pour moi, aura un avenir dans cette ligue, notamment en receveur numéro 2. Mais c'est plutôt la logique là que je comprends pas pour les Chargers. Ils ont un corps de receveur qui est déjà assez fourni, avec mon Lad McConkey qui a explosé dès sa saison rookie et dont le rôle n'est plus et ne sera pas mis en question avant un long moment. Il y a Quentin Johnston qui a fait une saison pas trop dégueulasse finalement l'année dernière et qui s'est un peu affirmé. Puis surtout, on a fait revenir Mike Williams, qui lui aussi, sur la fin de saison, a un peu retrouvé de sa superbe après plusieurs mois. Euh, bon, qui nous ont fait un peu douter de ce qui lui restait un peu dans le coffre. Donc finalement, ça fait déjà trois bons receveurs et on draft Trey Harris, qui pour moi, comme je l'ai dit en préambule, a clairement un profil de receveur numéro 2 parce qu'il manque la vitesse et l'explosivité pure qui en font une option sur laquelle tu peux te reposer snap après snap. Il a un physique qui est intéressant, il a une grosse production à l'université, mais qui là aussi est à pondérer avec le système offensif d'Ole Miss, où lorsqu'on est un bon receveur, ce qu'il est, c'est très facile de faire de grosses stats. Donc pour moi, dépenser un deuxième tour sur un joueur qui, a priori, devrait être un receveur de rotation cette saison, et pourquoi pas encore même la saison d'après, c'est très cher payé, surtout qu'il y avait d'autres besoins à combler à ce stade de la draft. Donc voilà, c'est pour ça que ce choix est pour moi un peu discutable, même si, encore une fois, je pense que Trey Harris a un avenir en NFL sans problème. C'est vrai que moi, c'est un choix qui est très curieux dans le sens où, en effet, est-ce que c'est pas un peu cher payé pour un deuxième tour? Moi, en soi, qui partent sur Trey Harris, pourquoi pas? Les profils peuvent varier. C'est vrai qu'il y a ce côté, en effet, entre Johnston et McConkey, paradoxalement, même s'ils n'ont pas le même gabarit, c'est des joueurs qui peuvent être un peu interchangeables entre un rôle de X-receiver, de vraiment joueur capable d'exceller dans le slot, ou en tout cas de proposer une solution rapide à Justin Herbert dans les zones intermédiaires. Et le fait d'avoir un joueur qui puisse apporter dans la verticalité, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'ils ont signé Mike Williams, mais on commence à savoir que Mike Williams, c'est quand même, voilà, les blessures l'ont clairement rattrapé et on ne sait pas combien de temps ça peut tenir, ça peut être une bombe à retardement. Donc avoir un jeune joueur derrière capable justement de prendre la suite dès sa première année, s'il y a capacité de le faire, oui, ça peut se tenter. Après, est-ce que Trey Harris, c'est vraiment un profil extrêmement intéressant quand on voit le gros travail qu'il y a à faire pour un deuxième tour? En effet, en termes d'arbre de tracé, c'est quand même extrêmement limité. Tu le disais en plus avec une vitesse qui n'est pas totalement bluffante. Moi, qui t'ai été un peu caricatural, je me dis, bah, si tu veux prendre un joueur vraiment dans ce profil-là avec de la verticalité, autant attendre un petit peu et tu prends un Dante Thornton de Tennessee qui a fini chez les Raiders un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que voilà, bon, ils ont eu un crush que je peux entendre. Ils considèrent l'attaque, ce qui est quand même pas inintéressant justement pour aider Justin Herbert. Et on sait que dans la verticalité, Justin Herbert, il est quand même capable de faire mouche, mais on a un peu l'impression que les staffs des Chargers le gâchent ces dernières années. Donc en soi, je te rejoins, c'est quand même quelque chose qui laisse un peu sur sa fin, entre guillemets, on se dit qu'il y avait capacité d'avoir un casting encore plus intimidant, en tout cas dès cette année, et ça me paraît pas flagrant vu ce que peut apporter Trey Harris dès 2025 selon moi. Voilà, et puis juste pour faire un petit package, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu par la sélection de Kyle Kennard. Alors,
J'ai rien contre le joueur en tant que tel. Je trouve que c'est un joueur qui, en effet, a un bon bagage, a une panoplie, encore une fois, assez intéressante. C'est pas le joueur le moins vif de cette classe. Maintenant, je trouve que c'est un joueur qui a du mal, je trouve, à vraiment répondre présent dans les moments chauds. Il y a eu cette cote, en effet, parce que d'un point de vue production en 2024, sur la ligne défensive de South Carolina, qui était assez énorme, il a vraiment pu tirer son épingle du jeu. Après, on a clairement vu que au niveau des qualités athlétiques pendant le processus draft, bah, il accusait un petit peu la comparaison par rapport à d'autres. Et c'est vrai que, comme je dis souvent, je prends souvent cet exemple-là, mais sorti de son plan A, bah, on a un peu l'impression qu'il va sortir les rames et que bah, son bagage peut être suffisant pour être performant à 100%. Peut-être que ça restera qu'un pass rusher un peu situationnel, mais c'est vrai que quand on s'attend peut-être à avoir un joueur pour prendre la suite de Khalil Mack derrière, hein, alors je présage un petit peu, mais c'est vrai qu'on attend quand même d'avoir un pass rusher un petit peu d'avenir avec Bossa qui vient de partir et Mack qui est quand même un petit peu sur le départ. Cal Kennard, là aussi, je me dis, bon, un quatrième tour, c'est pas cher payé vu le profil du joueur, hein. On l'a longtemps mis premier ou deuxième tour, je trouve, de manière un peu déraisonnée. Mais c'est vrai que ça peut paraître un choix peut-être un peu moins intéressant, même s'ils avaient besoin d'un defensive tackle au troisième tour et que j'aime bien en soi la sélection de Jamari Caldwell. Ouais, bah, là aussi, bon, c'est décidément un podcast assez consensuel. Je suis à peu près d'accord avec toi. Mais son plus gros défaut, tu l'as très bien dit, c'est que bah, il manque de variété dans ses moves. Moi, je soulignerais un autre défaut, c'est que bah, il laisse vraiment à désirer contre la course. Ce qui fait que ça reste un joueur finalement assez unidimensionnel. Alors après, voilà, le sélectionner au quatrième tour, c'est pas le scandale du siècle. Mais si on veut justement assurer l'avenir de la ligne défensive, parce que tu as cité Khalil Mack, mais il y a Bud Dupree qui a 32 ans, Tuli Mhm. Tuipulotu également, qui est bon, il est pas, lui, il a été sélectionné assez récemment, mais c'est pas non plus le meilleur joueur du monde. C'est vrai que pour moi, ça méritait un renfort un peu plus tôt dans la draft, plutôt que de se contenter de Kyle Kennard au quatrième tour. Peut-être que justement, tu parlais de prix, alors il est un peu plus massif sur le profil, mais c'est vrai qu'il fait à peu près la même taille que Cal Kennard. Il y a peut-être la volonté, justement, sachant que de prix sur le run stop, bon, c'est quand même un des joueurs assez solides dans cet exercice-là. Il y a peut-être la volonté aussi de le peaufiner un peu, de le prendre un peu sous son aile, justement, pour l'aider à être peut-être plus polyvalent qu'il n'apparaît en arrivant en NFL. Du coup, et si on met une note globalement à ce qu'ont fait les Chargers avec tout ce qu'on a dit, Tonio, quelle note tu attribuerais à Los Euh, Angeles pour la deuxième année du duo Arbo-Ortiz? alors moi, je vais donner la note qu'on donne quand on veut pas trop se mouiller pour une draft qui est un peu positive tout de même, donc 6 sur 10. 6 sur 10, pourquoi? Parce qu'il y a des choix dont je comprends pas trop la logique. Il y en a d'autres où je comprends la logique et je suis pas tout à fait d'accord avec les joueurs. Mais il n'empêche que la plupart des joueurs restent des bons prospects. Marion Hampton, on peut discuter de sa sélection aussitôt, mais c'est un très bon joueur, en tout cas un très bon espoir. Trey Harris, pareil, pour moi c'est trop tôt, mais je peux pas dire que c'est un mauvais joueur qui sera plus dans la ligue dans 2 ou 3 ans. Euh, Gatsen, pour le coup, là j'aime beaucoup la sélection. Et au final, quand on prend un peu de recul, je trouve que ça manque quand même de renfort immédiat pour une équipe qui se veut prétendante sérieuse aux playoffs. Donc voilà, 6 sur 10 pour moi. Oui, c'est vrai qu'on est un peu dans un entre-deux, à savoir, c'est toujours compliqué quand on analyse juste au lendemain de la draft ce qui a été réalisé, parce que la question c'est de savoir est-ce qu'on analyse, comme je le disais tout à l'heure, le court terme ou le long terme. On a l'impression qu'on est un peu dans un espèce d'entre-deux du côté des Chargers, c'est-à-dire qu'en effet, on a des menaces qui peuvent apporter dès 2025, mais comme tu l'évoquais, on a l'impression qu'on a un peu posé, encore une fois, quelques jalons supplémentaires en se disant, bon, bah, peut-être que cette année on restera derrière les Chiefs, mais on va essayer de gratter petit à petit, d'être un peu plus compétitif encore. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, encore une fois, un peu entre deux qui forcément va avoir tendance à contrebalancer un peu la note et on va avoir du mal forcément à mettre une note extrêmement importante parce que on va avoir des joueurs dont on a l'impression qu'ils ont été draftés plus haut que prévu. Alors si ça fait comme les Lions qui sélectionnent à l'époque Gibbs ou Campbell qu'on voit pas forcément aussi haut dans les prédictions et que ça se déroule de la même manière, bah, tant mieux pour les Chargers, ce sera bingo pour eux. Mais c'est vrai que là, au premier abord, on reste un peu sur la défensive en se disant bah, bon, on attend de voir concrètement ce que ça peut apporter sur le papier, et surtout quand ça va pouvoir porter ses fruits, tout ce melting pot, je dirais, de la classe 2025. Donc je te rejoins, pour moi j'étais plus ou moins parti sur un 6 sur 10. Également bon, mais pas transcendant non plus, très clairement, de la part de Los Angeles.
Pour une fois, ce sera consensuel. On verra si ce sera le cas au cours des prochains jours, hein, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, voilà, ils ont réussi à nous mettre d'accord là-dessus. Merci en tout cas, Antonio, d'avoir été en ma compagnie. J'en profite, avant qu'on se quitte, pour faire une petite annonce importante, puisque vous l'avez peut-être vu passer pour la première fois. Touchdown Actu est partenaire d'un voyage NFL, un voyage organisé par notre partenaire Hardwork Trip. Et à cette occasion, on vous propose de prendre la direction de Los Angeles au mois d'octobre prochain, avec un programme assez chargé, à savoir justement un match des Los Angeles Chargers, hein, le jeu de mots n'était même pas fait exprès, la visite des installations justement de la NFL, ou encore une petite partie sur la pelouse du SoFi Stadium, plein d'autres choses, avec bien entendu une visite de Los Angeles prévue au programme. Pour plus d'informations détaillées, vous pouvez vous rendre sur le site touchdownactu.com. N'hésitez pas à y aller dès à présent, puisque ça se présente pas tous les jours, et on a hâte en tout cas de vous proposer ce projet extrêmement excitant. Merci encore Tonio, on se retrouve très vite. N'oubliez pas de l'actualité de la NFL et de la draft en particulier, ça reste sur touchdownactu.com, que ce soit sur le site, les réseaux sociaux, etc., etc. Et à très vite avec notamment un prochain podcast sur les Washington Commanders. Salut à tous, très bonne journée. This is Paige DeSorbo from Giggly Squad. Boost Mobile is no longer that prepaid wireless company you remember. They've invested billions into building their own 5G towers across America. With Boost Mobile's networks, customers enjoy the speed and service they'd expect from the big three. Plus, groundbreaking benefits you'd only get from a true challenger of the industry. Boost Mobile will let you try the network risk-free for 30 days. So visit your nearest Boost Mobile store or find us online at boostmobile.com today. When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward.